Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Washington déroule le tapis rouge à des dizaines de dirigeants africains. Le sommet États-Unis-Afrique s'est officiellement ouvert ce mardi. L'administration Biden entend mettre les bouchées doubles au cours de ses assises pour mieux faire face à la concurrence des autres puissances. Qu'attend la République démocratique du Congo de ce sommet? Nous suivrons dans ce journal la réaction de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais. Le principal pour nous, c'est la question de la sécurité. C'est le dernier virage. La première demi-finale de la Coupe du Monde se joue en ce moment entre la Croatie et l'Argentine, avant le choc tant attendu de demain mercredi entre le Maroc et la France. Les détails tout à l'heure dans notre rubrique spéciale consacrée à la Coupe du Monde. Près d'une cinquantaine de dirigeants africains sont donc réunis à Washington pendant 3 jours. Ils prendront part au sommet États-Unis-Afrique. C'est le deuxième du genre après celui organisé en 2014 par Barack Obama. Les États-Unis sont engagés dans une offensive de charme pour séduire des partenaires africains. Selon la Maison-Blanche, pas moins de 55 milliards de dollars seront consacrés à l'Afrique sur 3 ans. Ces fonds seront en particulier consacrés à la santé et à la réponse au changement climatique. Le président américain, qui ne s'est pas encore rendu en Afrique subsaharienne depuis le début de son mandat, doit intervenir mercredi et jeudi devant le sommet. Mais il y a eu avant cet échange une rencontre du secrétaire général, du secrétaire d'État américain Anthony Blinken avec les jeunes. Je vous propose de l'écouter. L'importance de la diaspora pour le passé, et le présent et l'avenir des nations africaines et des États-Unis expliquent pourquoi cet événement est l'un des tout premiers du sommet des dirigeants africains. Au début de cette année, en Afrique du Sud, j'ai eu l'occasion d'exposer la nouvelle stratégie du gouvernement pour l'Afrique subsaharienne. C'est une stratégie qui repose sur un mot-clé, le partenariat, et dans la reconnaissance du fait que nous ne pouvons résoudre aucune de nos priorités communes si nous ne travaillons pas ensemble. Anthony Blinken. Et donc, pour en savoir davantage sur ce sommet États-Unis-Afrique, retrouvons tout de suite Abdourahmane Dia en direct du Centre des conventions de Washington, D.C. Abdourahmane Dia, bonsoir. Bonsoir, John. C'est donc parti pour 3 jours de rencontres entre dirigeants africains et américains. Presque une cinquantaine de dirigeants de pays africains, on le disait, sont invités, mais il y a aussi des absents, n'est-ce pas, Abdou? Absolument. Précisément, 49 chefs d'État et de gouvernement sont à Washington pour ces 3 jours pour discuter de plusieurs sujets, notamment la gouvernance, la sécurité. Il sera beaucoup question d'économie, mais également d'investissement. Vous l'avez dit, effectivement, donc il y a certainement des absents et ce sommet se tient 8 ans après celui de 2014, comme vous l'avez si bien rappelé. Mais pendant cette longue pause de 8 ans, cela ne veut pas dire que les relations États-Unis-Afrique se sont arrêtées. Bien au contraire, à travers des programmes comme le Millennium Challenge Account, mais également l'AGOA, ce programme qui permet aux pays africains d'exporter vers les États-Unis à des taux préférentiels. Ces programmes ont continué et justement à condition que ces pays répondent aux critères d'éligibilité. Parlant de critères d'éligibilité, il y a forcément la bonne gouvernance, raison pour laquelle on a aussi ces quelques absents comme le Mali, le Burkina Faso, le Soudan, mais également la Guinée, puisque selon les États-Unis en tout cas, les États-Unis se sont alignés un peu sur la position de l'Union africaine qui a sanctionné ces pays. Alors, on va donc beaucoup discuter au cours de ce sommet. Plusieurs thématiques sont déjà sur la table pour cette première journée du sommet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Abdou?
Absolument, John. Et vous avez écouté le secrétaire d'État Anthony Blinken qui a ouvert ce matin, disons, la table ronde avec les jeunes et la diaspora africaine, et cela vous donne une idée un peu de la stratégie américaine qui a été annoncée au mois d'août donc par le patron de la diplomatie américaine sur l'importance de cette jeunesse, mais également de la diaspora africaine, plus de 2 millions qui vivent ici aux États-Unis, bien intégrés, bien formés pour la plupart. L'autre sujet très important, il y a la sécurité bien entendu, mais cet après-midi, tout à l'heure, il y a une autre table ronde sur le climat, la transition climatique. Donc un sujet également très important. Comme vous le savez, l'Afrique qui produit moins de 4% des émissions mondiales et subit durement les effets du réchauffement de la planète à travers l'insécurité alimentaire et les phénomènes météorologiques violents. Alors la COP27 qui s'est tenue le mois dernier à Sharm el-Sheikh en Égypte a débouché sur un accord qui prévoit que des grands émetteurs, dont les États-Unis, puissent compenser les pays pauvres, beaucoup de pays africains donc. Alors je vous propose d'abord de suivre ce reportage de Ouba Abdi qui nous fait le point depuis Nairobi, et c'est un récit de Michel Joseph. Le bétail meurt, les enfants souffrent de malnutrition. Il y a la sécheresse et la famine dans la corne de l'Afrique et de graves inondations en Afrique de l'Ouest. Les effets du changement climatique sont visibles sur tout le continent. Certaines communautés, en particulier dans le nord du Kenya, ont perdu leur bétail en raison des périodes de sécheresse que nous connaissons actuellement. Selon l'ONG Save the Children, plus de 3,5 millions d'enfants kenyans ne seront pas scolarisés lorsque les écoles vont rouvrir en janvier 2023 en raison de la sécheresse. L'Autorité nationale de gestion des catastrophes prévoit qu'1,6 million d'enfants supplémentaires risquent d'abandonner l'école lors de la réouverture des écoles l'année prochaine. 75% des émissions de gaz à effet de serre proviennent des pays du G20, dont les principaux émetteurs sont les États-Unis et la Chine. Les responsables de la protection de l'environnement demandent à ces pays de faire davantage pour résoudre le problème qu'ils ont largement contribué à créer. Le gouvernement américain est une partie prenante dans tous les efforts de lutte contre le changement climatique en tant qu'émetteur de premier plan. Les États-Unis sont censés prendre leur juste part d'efforts pour réduire ces émissions et fournir des fonds suffisants en fonction de leur contribution au réchauffement de la planète afin de s'assurer que ces fonds soutiennent les communautés, en particulier en Afrique, qui souffrent réellement des impacts d'un problème qu'elles n'ont pas causé. Selon les experts, l'Afrique attend des États-Unis qu'ils proposent un accord pour compenser l'impact du changement climatique. Je m'attends à ce que les États-Unis, par exemple, dans le cas du Kenya, parviennent à un accord et conviennent des domaines dans lesquels nous sommes convaincus qu'ils doivent indemniser le Kenya pour surmonter l'impact du changement climatique. À l'heure où les catastrophes liées au changement climatique continuent de toucher des millions d'Africains, ce sommet est l'occasion pour les États-Unis de montrer leur leadership dans la lutte contre la menace mondiale du changement climatique. Après les nombreuses promesses faites lors de la COP27 à Sharm el-Sheikh, tous les regards sont tournés vers Washington pour voir quelles solutions vont sortir de ces 3 jours de discussion. Climate crisis is about human security. Voilà, il faut dire que le changement climatique donc sera un des sujets qui seront débattus ici par les nombreux chefs d'État présents. Et parmi ces chefs d'État, justement, Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, et son porte-parole, le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, s'est entretenu avec mon collègue Eddie Isango et il lui a dit ce qu'il attend de ce sommet. On suit. Après les mini-sommets de Luanda, il était prévu une réunion d'évaluation de tous ces chefs d'État. Il est probable que cette réunion se tienne ici à Washington et cette question-là sera abordée et on verra la suite qui en sera réservée. À part cette question d'insécurité, qu'est-ce que Kinshasa attend du sommet Afrique
États-Unis? Bon, il y a plusieurs questions. La question principale pour nous, c'est la question de l'insécurité, mais il y a la question climatique. Vous savez que nous sommes un pays solution et qu'aujourd'hui, les États-Unis en tête des pays qui doivent payer aux pays comme la RDC pour tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons comme apport dans l'humanité. Il y a cette question, mais il y a cette question de la sécurité alimentaire, il y a ces questions liées à la santé, il y a ces questions de l'apport de la diaspora. Il y a bien des sujets que nous voudrons bien discuter avec le gouvernement américain pour être sûr que le partenariat que nous avons avec les États-Unis nous permette de régler durablement nos problèmes et nous permette d'avoir un peu plus d'échanges, un peu plus de partage dans un contexte où il y a une influence chinoise, une influence russe qui croît en Afrique. Il est important que les Américains définissent clairement ce qu'ils peuvent faire avec les pays africains en regardant évidemment le pays africain en fonction de ce que nous avons comme potentialité, mais en fonction de notre histoire et de notre contexte. Parce que les relations qui se basent sur des caricatures à partir de Washington, parfois atteignent leurs limites et ne permettent pas au partenariat États-Unis-Afrique d'éclore. L'occasion que le président Biden a voulu offrir aux chefs d'État africains, c'est une occasion propice qui va permettre de faire une redéfinition globale des réactions de la relation sur le point que j'ai spécifié bientôt. Et déjà, on accueille favorablement l'idée du président Biden de faire le plaidoyer pour que l'Afrique soit représentée au G20 de pays le plus industrialisés pour être sûr que nous participons aux grandes décisions du monde. Ce serait justice. Voilà, donc merci. C'était le porte-parole du gouvernement congolais. Alors, j'ai le plaisir maintenant d'accueillir ici, donc au niveau du centre des médias, Yohan Schmonsis. Bonjour. Bonjour Abdou. Alors, vous êtes le porte-parole en français du département d'État américain. Et merci de nous rejoindre ici. Alors, pourquoi ce sommet est important pour l'administration Biden? En fait, ce sommet a pour ses objectifs d'approfondir les relations entre les États-Unis et les pays africains pour amplifier les voix africaines dans leurs propres affaires et aussi dans les affaires internationales et aussi pour mobiliser tous les organes du gouvernement américain aussi que le secteur privé et la société civile aussi, pour faire face aux défis auxquels les pays africains s'affrontent. Alors, le secteur privé, ça vous paraît très important? C'est important dans la stratégie qui a été dévoilée par le secrétaire d'État au mois d'août. Pourquoi le secteur privé peut être un peu, disons, la fer de lance de cette stratégie face à d'autres concurrents comme la Chine? Si vous voyez l'agenda du sommet, vous allez voir, il y a des sessions comme le AGOA Forum qui vient de se conclure ici. Il y a d'autres opportunités pour élargir les échanges commerciaux. Ça fait partie du développement national de chaque pays au monde, en particulier pour les pays africains. Et ça fournit au peuple des pays africains de s'offrir un avenir plus positif et pour prendre leur place dans l'économie mondiale. Alors la question sécuritaire est aussi importante également, non? Face à la poussée de pays comme la Russie, qu'est-ce que les États-Unis vont offrir sur le plan sécuritaire? Dans le sommet, il y aura plusieurs opportunités pour les dirigeants africains de s'engager avec leur équivalent américain pour traiter les sujets de sécurité. Sans avoir la sécurité dans son pays, la croissance économique est beaucoup plus dure, les processus démocratiques aussi, et nous prenons au très sérieux les conflits, par exemple, et toutes les situations, les questions sécuritaires dans le continent. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, nous aurons l'occasion de voir quelles sont les annonces qui seront faites d'ici jeudi. Merci beaucoup, Yohan Schmonsis, porte-parole en français du département d'État. Voilà, John, je vous rends l'antenne. Merci Abdourahmane Dia. Je rappelle que vous serez en direct avec nous tout au long de ce sommet États-Unis-Afrique.
La VOA aura aussi sur place toute une équipe couvrant les diverses facettes de cet événement, les forums qui se déroulent en marge du sommet et les entretiens des chefs d'État et de gouvernement avec la presse. Alors, qu'attend la jeunesse africaine de ce sommet? Nous poursuivons notre série de Vox Pop, autant pour moi avec ce soir, des messages des jeunes de Tanzanie, d'Éthiopie et du Zimbabwe. Mon message aux États-Unis d'Amérique et au président Biden est de travailler en réponse à la crise climatique. Par ce message, nous appelons tous les dirigeants à investir beaucoup dans l'adaptation de l'énergie durable qui peut être utilisée pour la cuisson propre, en particulier dans les pays africains où les gens utilisent principalement l'énergie de la biomasse. Nous les appelons à tous investir beaucoup dans la technologie. Mon message aux États-Unis et au président Biden est de travailler dans des domaines qui renforcent davantage les relations africaines des États-Unis, en accordant la priorité aux intérêts continentaux de l'Afrique. Près de 60% de la population africaine a moins de 25 ans. Cela fait de l'Afrique le continent le plus jeune du monde. Par conséquent, les États-Unis doivent investir plus profondément sur ce continent jeune et dynamique. Invest more deeply on this young and energetic continent. The message I have for Le message que j'ai pour les États-Unis et le président Biden est d'avoir de plus en plus d'initiatives pour les pays d'Afrique du Nord et de renforcer leurs relations, notamment en ce qui concerne les questions climatiques et sanitaires. Nous voulons également que les États-Unis aident à la reprise post-pandémique du Zimbabwe afin que davantage de vaccins continuent d'être déployés, car selon certains chercheurs, il y aura une pénurie de vaccins d'ici 2023. La diaspora camerounaise représente aujourd'hui plus de 6 millions de personnes selon les autorités du Cameroun. En majorité hautement qualifiées, peu mettent leurs connaissances au profit de leur pays d'origine, ce qui fait du Cameroun l'un des pays africains concernés par le phénomène de fuite des cerveaux. Regardons ce reportage tourné à Yaoundé par notre correspondant Emmanuel Juntap. À Yaoundé, les jeunes étudiants pointent un doigt accusateur sur les tares du continent comme principale cause du phénomène de fuite des cerveaux africains. Pour accéder dans un boulot ici en Afrique, il faut soit avoir quelqu'un au pouvoir, soit avoir les moyens. Et quand tu n'as pas, même si tu es intellectuel, tu ne peux pas accéder au travail. Ce phénomène est dû à la corruption qui sévit dans le continent africain, aux mauvaises conditions de vie, à la pauvreté, etc. À ces raisons, ce jeune chercheur ajoute celle liée à l'histoire des relations entre l'Afrique avec le reste du monde. Un cours de l'histoire défavorable au continent noir. Ceux qui viennent chercher en Afrique ne recherchent plus simplement la compétence physique, ils sont aussi désormais à la recherche de l'intelligence, qu'on appelle la smart intelligence. Et ça, on a compris que c'est l'intelligence, c'est les idées qui gouvernent le monde. Le Cameroun est l'un des pays africains qui a une diaspora diversifiée et bien formée. En 2019, le gouvernement a organisé le premier forum de la diaspora camerounaise en vue d'encourager le retour au pays. Mais cette incitation n'a pas encore atteint les résultats escomptés. Je pense, pour ma part, qu'il y a plusieurs choses à faire. L'une des choses, c'est d'abord les conditions salariales qui constituent pour ces locaux-là la principale raison de leur émigration. Il faut également travailler sur la gouvernance locale. Parce que vous allez vous rendre compte qu'un chercheur au Cameroun n'a pas véritablement accès à la documentation dont il a besoin pour mener sa recherche. D'après ce diplomate, les grandes puissances et les pays occidentaux doivent aussi jouer franc jeu avec leurs partenaires africains pour stopper la saignée des cerveaux. Il faut donc un nouveau partenariat. Cela en impulsant, par exemple, des appuis au niveau de l'équipement, par exemple, des universités africaines, avec des incubateurs, avec des partenariats donnant beaucoup plus de possibilités à un échange d'expertise et de la délocalisation, comme j'ai évoqué tout à l'heure, mais également avec des appuis à un système beaucoup plus rationnel au niveau, par exemple,
des formations, par exemple, post-doctorales. Cela est très, très important et même post-secondaire au niveau universitaire. Mais les solutions propres aux États africains sont aussi nécessaires face au phénomène de fuite des cerveaux. Il faut améliorer le cadre de vie général, que ce soit au niveau des opportunités d'emploi, le cadre, les conditions de vie au quotidien. Il y a l'accès à la lumière, l'accès à l'eau. Le système d'attribution des bourses n'a pas aidé le continent. Ces bourses sont normalement toujours logées dans les ministères d'enseignement supérieur. Leur répartition au niveau interne et local pose un problème, généralement immoral. Est-ce qu'il n'est pas bizarre quand même qu'au Cameroun, après avoir suivi un cycle de formation de 7 ans, que des médecins ne soient pas intégrés et qu'ils aient à passer un concours encore pour pouvoir être intégrés? Le Cameroun a lancé cette année une étude en vue de la création d'un fonds d'appui au financement des jeunes de la diaspora. Emmanuel Juntap pour VOA Afrique, Yaoundé. Un petit mot dans l'actualité africaine en Afrique du Sud où le Parlement a voté ce mardi au Cap contre le lancement d'une procédure de destitution visant le président Cyril Ramaphosa, embourbé dans un scandale depuis des mois. M. Ramaphosa, 70 ans, est accusé d'avoir tenté de dissimuler à la police et au fisc le vol d'importantes sommes en liquide cachées dans l'une de ses propriétés. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. L'information vous revient dans un instant. Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. Washington est le lieu de convergence des leaders politiques, économiques et de la société civile africains et américains pour passer au crible les relations entre le continent et l'Amérique. La démocratie, les droits de l'homme, la sécurité et l'investissement, autant de thèmes au menu de ce sommet remis au goût du jour par l'administration Biden après une pause durant les années Trump. Nous ferons l'état des lieux et discuterons avec nos invités de l'avenir des relations États-Unis-Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com en rediffusion samedi et dimanche. Place maintenant au sport et nous ouvrons notre rubrique spéciale consacrée à la Coupe du Monde. Yacouba Ouedraogo nous a rejoint. Yacouba, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. La première demi-finale de cette Coupe du Monde Qatar 2022 a commencé ce mardi avec l'affiche Croatie-Argentine qui se joue en ce moment. Oui, 2 ballons d'or sont en mission. Le capitaine croate Luka Modric et l'Argentin Lionel Messi. Messi et l'Albi Céleste, 2 coupes du monde au compteur 1978 et 1986, mais aucune pour l'attaquant du Paris Saint-Germain qui est à sa 5e tentative. En face, Modric, ballon d'or 2018 et milieu de terrain de rêve et la possibilité d'atteindre une 2e finale de Coupe du Monde d'affilée. C'est la mi-temps et tenez-vous bien, le score est de 2-0 pour Lionel Messi et l'Argentine. Croates ou Argentins connaîtront leurs adversaires demain mercredi, à l'issue bien sûr du match entre le Maroc et la France. En effet, cette seconde demi-finale est prévue donc pour mercredi à 19h temps universel entre le Maroc et la France. Le rêve d'une 2e étoile d'affilée pour la France de Kylian Mbappé passe ainsi par cette demi-finale à frisson contre le Maroc, obstacle inédit et chargé de symboles dans un stade Al-Bayt acquis au lion de l'Atlas, héros de l'Afrique et du monde arabe. Suivez ce reportage de Michel Joseph. Adversaire inédit pour la France, galvanisée par ses exploits contre les cadors belges, espagnols et portugais, le Maroc mise sur une défense de fer et une attaque rapide, technique et déroutante pour bousculer les Bleus. Première nation africaine et arabe à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde,
Les Lions de l'Atlas ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. On va aller en finale, on veut gagner la Coupe du Monde. En tout cas, le coach marocain Walid Regraoui et ses poulains visent la finale et y croient. Le maintien de ce rêve en vie passe par un nouvel exploit face aux Français champions du monde qui, pas à pas, ont évacué leur fébrilité défensive, apparue avant le tournoi et surmonté la cascade de blessures qui les a ébranlés. Se hisser dans le dernier carré, l'objectif minimal fixé aux Français apparaît comme une première victoire. Mais leur sélectionneur, Didier Deschamps, compte embarquer son équipe jusqu'au bout du voyage, dimanche en finale. Les Marocains s'avancent vers ce duel historique avec une fatigue accrue par une rotation limitée et une prolongation contre l'Espagne en 8e. Un voile d'incertitude entoure plusieurs cadres blessés et en premier lieu la charnière centrale Naïef Aguerd, Romain Saïs. L'arrière droit Achraf Hakimi joue diminué depuis le début du tournoi. Il est cependant espéré pour un face-à-face très attendu avec son ami au PSG, Kylian Mbappé, meilleur buteur du tournoi avec 5 unités. Alors Yacouba, au-delà de l'enjeu sportif, France-Maroc constitue aussi un fragment d'histoire entre deux pays à l'union contrariée. Tout à fait. John, l'emprise de la France au Maghreb avant l'indépendance en 1956 a dessiné des liens de domination et d'amitié mêlés qui rendent ce match si symbolique pour les centaines de milliers de binationaux vivant en France, mais aussi pour certains Français résidant au Maroc. Suivez quelques réactions. On va la prendre à la coupe. On va tomber contre l'Argentine et on va la prendre à la coupe. Vous voulez savoir les pronostics contre la France? Contre la France, on va finir 2-1 pour le Maroc. Je voulais tomber contre Messi et Cristiano, mais pas contre la France. La France, je les voyais, moi, gagner. Mais là, c'est pas pareil. Là, on tombe contre eux, il faut les boxer. C'est énorme pour nous. Quand le Maroc arrive quand même en demi-finale, c'est très très beau. C'est historique, on va dire. Hein? Espérons que ça va être un beau match pour tous les deux. Donc j'espère que le Maroc passera quand même. J'ai toujours un peu plus pour le Maroc, je ne sais pas pourquoi. Mais j'aime bien la France. On était avec le Maroc, maintenant c'est la vérité avec la France. Voilà. Pourquoi? Comme ça. Je suis né en France, je suis français. On mange le pain grâce aux Français. Voilà, on mange bien. Donc le Maroc, il me donne rien, moi, la France, elle me donne tout. En fait, je suis partagée entre les deux parce que mon pays d'origine, c'est la France. Mais je vis ici depuis presque 20 ans et mon cœur est ici. Donc pour moi, ça va être vraiment un déchirement parce que je ne peux pas choisir le camp. C'est comme disait Gad Elmaleh, c'est comme si son père jouait contre sa mère, c'est la même chose pour moi. Donc en fait... je vais dire que le meilleur gagne, quoi. Mais j'ai quand même une petite préférence pour l'équipe du Maroc parce que je pense qu'il le mérite vraiment. Et que bon, la France a déjà gagné 2 coupes, donc elle pourra bien se passer d'une 3e. Voilà, ce choc Maroc-France à Alcoré va se dérouler en présence du président français Emmanuel Macron et des milliers de supporters acquis à la cause des Lions de l'Atlas. La compagnie nationale Royal Air Maroc a prévu un pont aérien de près de 30 vols entre Casablanca et Doha pour permettre aux Marocains qui le souhaitent d'aller soutenir leur équipe. C'est ici que nous allons refermer cette rubrique spéciale consacrée à la Coupe du Monde. On se retrouve demain, John, avec le nom du premier pays qualifié pour cette finale. Et c'est avec vous qu'on va refermer ce journal. Le Monde aujourd'hui est fin de cette édition au nom de toute l'équipe. Merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Lina Armoudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.